Alors bonsoir à toutes et tous, hein. Bienvenue virtuellement à la Maison des Anciens. Vous commencez à être habitués à ce format des rencontres de l'Union qui ont été digitalisées malheureusement. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Andrea Rea dans le respect des règles sanitaires, puisque la pièce est très grande et que les mesures de distance physique sont respectées, ce qui nous permet de ne pas porter le masque pour cette rencontre-ci, ce qui rend évidemment les échanges plus agréables, comme chacun le sait. Alors ce soir, c'est une rencontre d'auteurs, hein. Donc on a le plaisir, je le disais, d'accueillir Andrea Rea, que je remercie déjà pour d'avoir accepté notre invitation. Donc Andrea Rea, que je présenterai plus amplement, est actuellement professeur à l'ULB, entre autres choses. Et il sort récemment aux éditions de La Découverte, la 3e édition d'un ouvrage que vous voyez ici, qui a pour thème une actualité brûlante, hein, la question de l'immigration et plus précisément la sociologie de l'immigration. Donc, qui, on le verra, est effectivement non seulement un ouvrage très riche, très dense, très documenté, mais qui, en plus de ça, a le mérite vraiment d'éclairer les enjeux actuels, mais aussi potentiellement d'éclairer certaines pistes qui pourraient être mises en place dans l'avenir. Alors, comme d'habitude, les rencontres de l'Union, elles se dérouleront, ce sera 1 heure d'échange à peu près avec notre invité pour aborder ce sujet donc sous différents angles. Et puis ensuite, nous aurons 1 demi-heure de discussion avec vous qui nous suivez chez vous. N'hésitez donc pas à poser vos questions dans le chat. Vous pouvez les poser dès maintenant et nous les transmettront à Andrea Rea pour qu'il puisse y répondre. Alors, bien évidemment, comme toutes ces rencontres digitalisées, vous pourrez les revoir en replay sur notre site internet très prochainement. Alors, Andrea Rea, j'ai promis à ceux qui nous suivent de te présenter plus amplement. Tu es né en 1959 à Auvelais, hein, en région wallonne. Tu es licencié en sciences sociales en 1982 de notre alma mater. Tu seras en 1999 nommé professeur de sociologie à l'ULB et tu seras le directeur du groupe d'études sur l'ethnicité, le racisme, l'émigration et l'exclusion, mieux connu sous le nom de GERM, hein, l'acronyme de GERM. En 2000, tu soutiens ta thèse de doctorat en sociologie, dont le titre est « Immigration, État et citoyenneté, la formation de la politique d'intégration des immigrés en Belgique ». Ça fait déjà 21 ans, mais c'était déjà extrêmement actuel à cette époque-là. Tu es chercheur associé au CEVIPOL, hein, Centre d'études de la vie politique. Tu as notamment pu collaborer avec, entre autres, Pascal Deluit et Jean-Michel de Waal, notamment sur un ouvrage qui porte sur l'extrême droite belge. On verra que la question de l'identité, finalement, traverse un peu ton champ de recherche. Depuis 2015, tu es membre de l'Académie royale de Belgique et au niveau de la vie de notre université, tu as aussi été doyen de l'actuelle faculté de philosophie et sciences sociales. Donc, un CV assez impressionnant. Je ne vais pas reprendre toute la bibliographie de tes ouvrages, il y en a de nombreux et on retrouve évidemment toutes ces informations-là sur le site de ton éditeur et sur le site de l'université. Alors, je le disais, sociologie de l'immigration, un ouvrage académique hein, qui est dense et documenté. L'idée de la rencontre, c'est évidemment pas de faire la synthèse du livre en 1 heure, mais c'est de discuter des différents enjeux qui sont traités au regard de l'actualité. Et on sait que cette actualité est particulièrement dramatique sur le plan des migrations. Hein. On sait que notamment au niveau européen, de ce qui se passe en Méditerranée, les choses sont absolument dramatiques. Hein. Jean-Paul Barras, ancien membre du bureau du Centre d'action laïque, avait qualifié récemment la mer Méditerranée de plus grand cimetière du monde. Je pense qu'il n'a malheureusement pas tort à ce niveau-là. Alors, tous les thèmes ne pourront pas être abordés en 1 heure de temps, évidemment, mais les questions qui seront suscitées par le public permettra d'approfondir ou d'aborder des thèmes qu'on n'aurait pas pu aborder ici. Alors, je disais l'actualité. Andrea, tu as fait l'actualité bien malgré toi en décembre 2020, puisque tu as vu ta demande de nationalité belge refusée après 60 ans passés en Belgique, en raison, je cite, d'un manque de preuves sur ta connaissance d'une des 3 langues nationales, de ton intégration sociale et de ta participation économique. Alors, ma première question, c'est finalement quand tu as lu ce refus de l'autorité administrative, comment as-tu réagi finalement ?
Ah, ça, j'étais assez choqué, je dois avouer, parce que le jour où j'étais chercher le courrier à la poste, je l'ai ouvert et donc j'étais persuadé que j'allais pouvoir aller chercher ma carte d'identité belge dans les prochains jours. Et quand j'ai vu que le parquet opposait un refus à ma demande, voilà, mes bras m'en sont tombés. Et j'ai eu d'abord un double mot, enfin, c'était vraiment une double réaction. La première, c'était une déception, évidemment, une incompréhension. Et puis je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas laisser les choses comme ça, parce que s'il y a quelque chose de cet ordre-là qui m'advient à moi, qu'est-ce qui se passe si on s'appelle Ibrahim, qu'on vient du Ghana et qu'on est là depuis 15 ans parce que là, voilà, c'est pas compréhensible. J'ai fait ce que... D'ailleurs, j'ai eu un appui vraiment très important de la part de la commune d'Ixelles où je réside. J'ai eu un appui très important de la personne qui s'occupe de l'état civil. Et voilà, le parquet, la question, c'est une incompréhension des raisons pour lesquelles il y a eu ce refus. J'ai toujours travaillé en Belgique, j'ai 40 ans de travail, j'ai fourni une attestation de l'ULB disant que je suis en fait même fonctionnaire en fait en étant enseignant. Et voilà. Et donc c'est évidemment difficile à comprendre. Et bon, il y a toujours deux raisons. La première, c'est probablement une raison administrative que je n'ai pas soumis le bon document, mais ce qui paraît quand même abscon quand même. Et d'autre part aussi, je pense qu'il est peut-être encore plus grave, c'est que peut-être le dossier n'a même pas été étudié, puisque le parquet doit étudier les dossiers pendant 4 mois. Et il n'est pas impossible que n'ayant pas étudié le dossier, en fait, ils renvoient directement au tribunal de première instance, considérant que c'est à lui à trancher. Et je veux dire, alors c'est le parquet qui alourdit le travail du judiciaire qui est déjà bien rempli. Alors depuis lors, ce que j'ai fait, c'est en publicisant, donc je l'ai expliqué plusieurs fois, en publicisant, c'était aussi pour recueillir un ensemble d'informations et de personnes qui auraient subi des mêmes situations, et j'en ai eu quelques-unes qui sont vraiment assez fortes. Et donc avec l'avocate, on est en train de préparer un mémoire qu'on déposera au parquet et aussi aux parlementaires, parce que je pense qu'il est grand temps que les parlementaires reprennent la loi votée et voulue par le Vlaams-Belang et par la NVA en 2012, avec aussi le soutien des partis traditionnels par ailleurs, mais sur lequel il y a un certain nombre d'ombres quand même qu'il faudrait essayer de revoir. Depuis lors, j'ai même appris quelque chose qui est extraordinaire, je vais quand même le dire parce que ça m'a vraiment choqué. D'abord, ce qui était vraiment choquant, c'est de voir que c'était de manière générale, c'est-à-dire en ce compris des personnes qui sont ressortissantes d'un État de l'Union européenne, qui ont eu des diplômes fournis par la Belgique et à qui on oppose finalement le refus et à qui on demande, parce qu'il y a un questionnaire maintenant d'intégration, où on demande aux personnes, est-ce que vous êtes capable de pouvoir faire vos démarches administratives seul dans la commune, en ce compris quelqu'un qui est né en Belgique et qui a un diplôme de l'enseignement supérieur belge, et à qui on demande aussi, il y a une des questions quand même, qui est est-ce que vous êtes proche d'associations ou d'organisations terroristes qui remettraient en cause les valeurs de la société occidentale? Donc on en est là, donc c'est-à-dire que ce sont certain que des gens répondraient oui à cette question. Et ça c'est clair et certain, et d'autant plus c'est sûr que la sûreté de l'État a bien d'autres moyens que ce questionnaire-là pour vérifier ce genre d'informations. Mais donc on est quand même dans une situation, je pense, où on démontre qu'on a fait un grand retour en arrière en matière d'acquisition de la nationalité, et je pense qu'il est grand temps que le législatif puisse reprendre la main sur ce dossier. Parce que ça permet de poser une question, et c'est une question qui a été abordée récemment, et notamment lors d'une rencontre qu'on a pu avoir ici sur la question des droits des femmes. Ça pose évidemment la question de l'automatisation des droits, où on est peut-être dans une société qui est de plus en plus automatisée sur est-ce que c'est le bon formulaire, est-ce que c'est le bon document, et où les administrations comme les parquets n'ont pas l'occasion, comme tu le disais, d'étudier les dossiers, mais d'une certaine façon, on fonctionne presque selon un système où la personne qui réclame quelque chose est suspecte par avance. C'est-à-dire que mettre un questionnaire en place comme ça, c'est supposer que la personne doit faire la preuve de son intégration, plutôt que de partir du principe que la personne est de bonne foi. Oui, alors ça, c'est vrai d'une manière générale. Alors, dans le cas d'espèces des étrangers, c'est toujours le cas, parce qu'un étranger, il y a toujours a priori la suspicion. Et ça, je dirais, en fonction du temps, c'était avant l'espion, puis ça a été la personne qui était un opposant politique, et puis c'est le réfugié qui vient voler la sécurité sociale. Donc l'idée de la suspicion a toujours été associée à celle de l'étranger. Et ça, je dirais, depuis la formation des États
Enfin, c'était déjà vrai avant, on va pas faire l'histoire des étrangers dans l'histoire. Mais avec la formation des États, je dirais que cette dimension de suspicion, elle est fondamentalement associée à l'image de l'étranger, dont on a toujours une crainte sur sa légitimité à être présent là. Et en plus, il faut voir que cette question de la légitimité, pour le coup, mais on le verra sans doute par la suite, elle est comme une sorte d'héritage sociologique. C'est-à-dire que les enfants nés ici, de parents qui eux-mêmes étaient étrangers, gardent le stigmate et l'illégitimité de la présence. En fait, c'est vraiment le souci premier, comme je l'ai toujours dit sur l'intégration, c'est bon, vous êtes là, on vous accepte, mais ce serait quand même nettement mieux si vous n'étiez pas là, quoi. Alors, il y a évidemment cette dimension-là, mais moi, je fais souvent un parallèle en disant on a la suspicion du chômeur qui est suspecté. On sait que la fraude sociale, qui est toujours vantée comme étant ceux qui abusent de toutes les aides sociales qui sont mises en place, on est suspecté a priori d'en profiter de manière abusive. Est-ce que finalement, on n'a pas la double peine lorsqu'on est une personne issue de l'immigration ou qu'on est immigré, de à la fois subir le stigmate de vous êtes étranger, donc je suppose que votre présence ici est illégitime, mais en plus de ça, en termes de catégorisation sociale, il y aurait a priori de la part de ceux qui bénéficient d'aide un abus. Oui, mais ça dans l'ouvrage, je reprends un auteur très classique qui s'appelle Abdelhamid Sayat, qui est un chercheur algérien qui a été dans le fondateur de la sociologie de l'immigration en France, et il avait un superbe texte de 1999 où en fait il revient sur la question de la double peine qui effectivement existe s'agissant des étrangers. Alors pour le coup, c'était autour de la situation de quelqu'un qui a commis un délit, et en fait à l'époque la double peine c'était quoi? C'est si on avait commis un délit, on devait d'une part purger la peine si on allait en prison par exemple, et à la sortie de la prison, on était expulsé. Et c'est ça qui était appelé la double peine. Pour faire le lien avec ce que tu viens d'évoquer, cette double peine, elle est liée à ce que Sayad appelle la nécessité de l'irréprochabilité de l'étranger. C'est-à-dire que l'étranger, il doit être fondamentalement irréprochable. On ne peut pas lui reprocher d'avoir un comportement déplacé, de ne pas payer, d'avoir oublié son masque. Ou d'oublier son masque. C'est ça, non, je veux dire, il est frappé de deux éléments que Sayad dit, donc c'est l'irréprochabilité et celui de la permanence de la politesse. D'ailleurs, ce qui est attendu des étrangers, c'est qu'ils baissent les yeux. Parce que face à l'autorité de l'État dans lequel il se trouve, il ne peut pas revendiquer quelque chose. Et donc cette irréprochabilité et la nécessité de la politesse, c'est ce qui l'inscrit durablement dans un rapport asymétrique. Il est moins que les autres. Voilà, c'est ce qui construit sa condition d'étranger. Oui, donc effectivement, si en plus de ça, on ajoute des obstacles supplémentaires à l'acquisition potentielle d'une allocation ou d'un logement ou de la nationalité s'il en fait la demande, ça rend évidemment les choses plus compliquées en termes de parcours. Mais j'en profite tant qu'on parle de la question de l'actualité et pas, on rentrera certainement dans la question des écoles liées à la question de l'intégration. Est-ce que la crise Covid qu'on vit aujourd'hui, est-ce que d'un point de vue de l'étude des migrations, est-ce qu'il y a déjà des leçons qu'on peut tirer, bon maintenant ça fait 1 an, par rapport à toutes les problématiques qui ont déjà été étudiées par ailleurs? Alors, je coordonne un projet sur inégalité sociale et Covid, dans lequel la question de l'immigration est un peu présente. Elle touche surtout, évidemment, l'inégalité liée à l'inégalité socio-économique, mais comme il y a toujours une superposition entre la dimension socio-économique d'une part et celle de l'appartenance, soit à l'immigration, soit aux minorités ethniques, en fait, nous n'avons pas de données précises pour la Belgique à ce stade-ci, mais il y a quand même des indicateurs qui sont intéressants de voir. Le premier, c'est que venant des hôpitaux, et pas de manière systématique, on voit bien qu'il y a une surreprésentation des minorités dans les hôpitaux suite au Covid. Et en fait, on est exactement dans la même situation que les États-Unis d'une part, l'Angleterre d'autre part, et aussi en France d'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites à ce sujet-là et qui démontrent cette surreprésentation, qui est due en fait à 2 éléments. Le premier, il est lié finalement à la dimension de logement. C'est des personnes qui vivent habituellement dans des zones qui sont densément peuplées, donc la circulation du virus est plus grande et la question des barrières est beaucoup plus compliquée. D'autre part, ils ont des logements plus
petits, sans jardin, donc qui suppose finalement que quand une personne est contaminée, en général, la semaine qui suit, toute la famille est contaminée ou à peu près. Et 2, c'est aussi le type de travail dans lequel ils se trouvent, puisqu'ils sont plus souvent... Bon, alors pour les femmes, ça c'est évident, c'est vite vu, c'est dans le secteur hospitalier, il y a une surreprésentation des femmes qui sont issues de l'immigration, et dans les métiers de contact, que ce soit dans les grandes surfaces par exemple, ou dans les livreurs, etc. Donc il y a aussi les métiers, d'une part, ou les crèches, donc c'est à la fois, je dirais, le type de métier qui fait qu'on n'est pas en distanciel, mais on est en présentiel, et la logique des quartiers. Et pour ces raisons-là, en particulier, il y a une surreprésentation de cette population, 1, dans les personnes qui sont contaminées, et 2 aussi dans certaines hospitalisations. Et surtout dans les décès, parce qu'une des particularités de l'hôpital, et je termine juste là-dessus, c'est que les personnes âgées issues de l'immigration sont très peu nombreuses dans les homes, donc c'est très belge. En fait, il y a une tradition de garder les personnes âgées en famille, et donc on les a en famille, et donc certains sont surtout morts à la maison plutôt qu'à l'hôpital, puisque c'est en fait les relevés des décès par commune qui nous montrent cette surreprésentation de cette population-là. Effectivement. Donc, mais est-ce que du coup, mais ça c'est une réflexion et une question plus générale, on sent effectivement que le facteur socio-économique eu égard au métier et et à la proximité, les espaces, l'accès à un espace extérieur, des espaces ventilés, etc., est sans doute d'un point de vue biologique ou d'un point de vue scientifique le facteur explicatif. Est-ce qu'on a les moyens statistiques de pouvoir corréler la question socio-économique de la question des minorités ethniques, par exemple? Oui, on peut tout à fait. Donc ça, je veux dire, depuis maintenant 2012, le ministère de l'Emploi en Belgique produit tous les 2 ans ce qu'ils appellent le monitoring socio-économique et qui permet de finalement faire le lien entre, d'une part, l'appartenance sociale plus ou moins en fonction des secteurs d'activité et l'appartenance d'origine. Donc ce sont des éléments sur la structure des salaires, sur le type de secteur d'activité dans lequel les populations sont surreprésentées. Donc aujourd'hui, avec une création administrative de la catégorie d'origine, donc on demande en général à la Banque Carrefour de fournir des informations sur la nationalité à la naissance des parents, ce qui nous permet de retrouver la nationalité de la personne dont on est en train de parler. Ça ne donne pas une catégorie ni ethnique ni raciale, ça donne une catégorie d'origine nationale, mais qui permet d'étudier ce que tu viens d'énoncer et qu'on peut faire à la fois sur le marché du travail, mais ce qu'on est en train de faire, nous, dans l'enquête pour l'ensemble de la Belgique sur le Covid, c'est exactement la même chose, c'est le croisement des données médicales, des données économiques et des données d'appartenance d'origine nationale qui nous permettraient d'avoir des informations sur les liens entre toutes ces variables-là. Entre ces différents facteurs. Alors on y viendra à la question du croisement des données, notamment dans un État démocratique, et sur la question de la loi pandémie. Aujourd'hui, ça a évidemment un impact essentiel en termes démocratiques. Peut-être juste une parenthèse, parce que tu parlais d'origine. Est-ce que c'est un parti pris de la sociologie de l'immigration de définir l'origine comme étant la nationalité des parents de l'individu? Non, ce n'est pas un parti pris, parce qu'il y a 2 traditions qui sont liés en fait aux pays qui sont traditionnellement des pays d'immigration et ceux qui ne le sont pas. Et en plus, c'est une très vieille tradition qui sépare pour le coup très fortement l'Angleterre d'une part et les États-Unis, mais le Canada aussi. On va dire aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, enfin c'est le Commonwealth traditionnellement. Et je dirais plutôt une tradition plutôt Europe continentale qui avait pas cette tradition-là. Ce qui a vraiment changé aux États-Unis et en Angleterre, pour prendre ces 2 cas-là, c'est en fait dans les recensements, on demande aux individus de s'auto-déclarer. D'accord ? Si vous êtes un étudiant Erasmus et vous allez en Angleterre, on va vous demander est-ce que vous êtes black, white, arabe, etc. Donc on construit et les gens doivent s'identifier de manière avec une autodéfinition. Ils ont la possibilité de ne pas s'identifier. Ils ont toutes les possibilités. Ils ont la possibilité de mentir, de ne pas donner la bonne catégorie. Ils ont la possibilité aujourd'hui aux États-Unis en 2001. En fait, il y a une catégorisation mixte qui est apparue puisqu'il y a de plus en plus de situations mixtes. Et notamment sur les questions de genre, on sait que ça. Tout à fait.
Il y a une véritable évolution. Okay, mais donc, ça veut dire qu'on a une tradition, d'une part, qui est de le définir, et puis il y a le fait de poser, enfin l'approche qui poserait la question à l'individu, comment définis-tu ton origine ou ton appartenance ethnique? Exact. Ok, mais donc, d'une certaine façon, il y en a une qui est peut-être une façon d'assigner une identité sur base des parents, et une qui est plutôt fondée sur l'autodétermination de l'individu. C'est ça, mais il y en a une qui est, je dirais, directe, parce que ce sont les personnes qui se déclarent elles-mêmes. L'autre, elle est purement administrative, puisque les gens ne savent pas quelle nationalité on leur a donné. C'est dans un traitement de données administratives que, finalement, on sort des tableaux généraux qui sont des agrégations de données. Donc, les gens ne savent pas de quelle manière elles ont été identifiées. Est-ce que c'est pas un peu arbitraire de prendre juste les parents? Je pose cette question-là, ça pourrait être les grands-parents. Enfin, on pourrait remonter à plus loin dans l'arbre généalogique. Juste que ça devient très compliqué. Si on prend juste, mais en même temps, c'est fondamental. Cette donnée laisse montrer, par exemple, sur Bruxelles, que 67% de la population bruxelloise a au moins un ascendant qui est étranger. Oui, il n'y a que 22% de, entre guillemets, belgo-belges à Bruxelles. Sur la première génération. Sur la première génération. Donc, si on remonte encore une fois, alors ça devient encore plus compliqué. En considérant bien évidemment que si on prend Bruxelles, bien sûr, il y a surtout des Hollandais et des Français, surtout d'ailleurs, qui eux aussi sont qualifiés de personnes d'origine étrangère selon cette modalité-là. Alors, c'est vrai que c'est un enjeu fondamental de comment est-ce qu'on qualifie les choses et on y reviendra certainement sur la question sémantique par la suite. Comment bien nommer les choses, c'est l'obligation presque, et c'est plus le philosophe ici qui parle sur cette question-là. Mais tu parlais des différentes écoles et de la question anglo-saxonne et française. C'est vrai que c'est un point qui est quand même abordé de manière assez exhaustive dans l'ouvrage. C'est que les deux grandes tendances, finalement, dans les modèles d'intégration des populations émigrées, on a d'une part le modèle anglo-saxon et d'autre part le modèle français. Est-ce que tu pourrais décrire les grandes tendances de ces deux modèles-là, ou en quoi est-ce qu'elles diffèrent absolument et en quoi est-ce qu'elles se rapprochent finalement? Oui, alors d'abord, c'est toujours donc. Il faut d'abord prendre l'idée du modèle comme étant une manière de voir les choses, parce qu'on peut trouver suffisamment d'exemples qui viennent à déconstruire. Oui, c'est ça, qui viennent à le contredire. Mais néanmoins, on peut dire que ce sont deux types idéaux relativement différents. Celui américain, d'abord, la question de l'intégration ne se pose pas. C'est les gens qui s'intègrent. Il n'y a aucune dynamique étatique sur le processus d'intégration. C'est ou le marché, ou les communautés d'origine, ou la trajectoire individuelle. Mais il n'y a par exemple aucune politique d'intégration aux États-Unis. Par contre, il y a des politiques de lutte contre la discrimination, etc., qui sont posées. Et l'idée des États-Unis, bon, je dis ça et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu... il suffit de prendre la situation des Noirs et de l'esclavage. Ça ne veut pas dire qu'ils ont atteint les objectifs. Ils n'ont pas atteint les objectifs qui sont les leurs. Il y a eu des lois comme celle de 1882 qui a exclu les Chinois. On a aussi exclu les Japonais à un moment donné, en particulier après la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais c'est un modèle qui fonctionne sur l'idée, encore une fois, le patriotisme et pas le nationalisme. Ça, je pense que c'est aussi des éléments qui renvoient à des conceptions qui sont relativement différentes et fondées essentiellement sur, en fait, être américain, c'est l'American Way of Life, c'est aussi réussir. Et cette dimension de la réussite a une valeur qui est très importante, de même que celle de la valeur, évidemment, de la famille qui est centrale aux États-Unis et qui est vraiment très importante. Donc, la dimension étatique, elle est relativement absente. C'est-à-dire la normativité étatique de ce point de vue-là est relativement absente. À l'inverse, alors là, pour la France, c'est même complètement différent, et c'est même différent par rapport à l'Angleterre, parce que là, l'Angleterre elle-même a un modèle qui est tout à fait différent, globalement, de la française, parce qu'en France, c'est presque dans la prolongation de l'Empire français. On allait jusqu'à gérer les États coloniaux avec les administrations françaises, et où il fallait rentrer vraiment dans une logique d'assimilation, et qui remonte de toute façon à la naissance de la Révolution française, avec la situation des Juifs, en disant on nie l'identité de communauté juive pour ne reconnaître que le citoyen et que c'est ça qui est important, et que ça a été, je dirais, la tendance qui s'est développée pendant tout le temps en France, et avec un discours fort d'assimilation qui passe par la francisation
donc l'obligation d'oublier la langue d'origine, mais qui est vrai aussi dans l'homogénéité de l'histoire de la France. C'est vrai pour le breton, c'est vrai pour l'occitan, donc ce n'était pas uniquement pour des personnes étrangères, c'était aussi dans le projet de la formation de l'État-nation français, qui est celui de l'homogénéisation culturelle, qui s'est étendu aux étrangers et qui conduit aujourd'hui aussi à aller dans le sens de, il y a une normativité importante, c'est que être français, c'est faire ceci comme ça, faire ceci comme cela, qui n'est pas une manière de penser du côté anglo-saxon, où je dirais on laisse davantage les individus construire aussi leurs pratiques et leurs pratiques notamment culturelles dans l'espace public, alors que du côté français, on va être beaucoup plus exigeant sur cette manière de poser les choses. Mais est-ce que tu as l'impression, on y reviendra peut-être sur la question des identités et de comment les identités sont conçues, parce que je pense que c'est quand même la clé de voûte finalement, en ce compris celui qui est d'ici, celui qui est d'ailleurs, et comment est-ce qu'on définit ceux qui sont nés quelque part. Il y a cette dynamique. Est-ce que tu as l'impression que c'est le système français en tant que tel, je parle bien du modèle républicain qui reconnaît le citoyen et qui est censé lui reconnaître des droits. Hein. Alors, il y a les droits formels et puis il y a les droits effectifs. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que chacun puisse exercer son droit? Mais est-ce que, en soi, est-ce que c'est l'État français ou est-ce que c'est une pratique culturelle plutôt que, de nouveau, le modèle politique en tant que tel? Je pense qu'il y a un modèle politique de toute façon qui était celui de, pour faire État, on va oublier toutes les insignes culturels d'identité pour faire une identité unique qui est le citoyen face à la République, qui est en plus étranger par rapport à la Belgique, parce qu'il n'y a même pas de structure de médiation. Alors qu'en Belgique, il y a des médiations à tous les niveaux. Hein. Les corps intermédiaires. Il y a peut-être beaucoup de corps intermédiaires. Il y a peut-être trop, mais en France, il n'y a pas. Mais penser qu'il n'y a qu'une dimension politique serait faux. Parce qu'il y a quand même plein d'éléments qui viennent se surajouter, qui sont dans des dynamiques culturelles sur l'apprentissage de la langue. Le seul endroit où vous allez aller, où on vous rattrape chaque fois sur le fait que vous n'avez pas prononcé... Enfin, l'histoire de l'accent, par exemple. L'accent, c'est la traduction dans une interaction simple, en France, de la dimension être parisien, c'est pas avoir d'accent, tandis que si tu es marseillais, tu as un accent. Mais c'est la négation même en réalité de l'idée de la diversité culturelle à l'intérieur même de l'espace national. Donc, on retrouve ça à Bruxelles aussi. Les Bruxellois n'ont pas d'accent par rapport aux Liégeois. On est tout à fait d'accord. Oui, mais c'est pas quelque chose qui revient sans cesse. Hein, je veux dire, en France, il y a une dimension culturelle là qui vient se surajouter et qu'on nie souvent, je pense, quand on parle simplement du rapport dans la République. Dans la République, c'est le citoyen face à l'État, comme s'il n'y avait pas d'éléments culturels. Et je dirais que les derniers débats, et alors pour le coup c'est assez facile, les derniers débats sur, par exemple, le mariage pour tous et des choses comme ça, ont montré qu'on peut être très bien dans une logique de la République et de voir que la dimension, par exemple, du catholicisme français est bien plus présente dans un pays comme la France que même en Espagne ou qu'en Italie ou que même au Portugal. Et donc de ce point de vue-là, la dimension culturelle, elle est là. Et en général, on tend juste à la nier ou la dénier, pour ne garder que la dimension du discours sur la laïcité peut-être en sortant et en disant toutes ces dimensions culturelles en fait elles sont absorbées par une logique politique qui est celle du lien entre le citoyen d'une part et la République d'autre part. Est-ce que du coup la problématique est plutôt la mise en œuvre d'un idéal plutôt que l'idéal du modèle lui-même? Je pense que c'est la mise en œuvre du réel. Quand je parle de l'idéal, c'est l'idée d'un citoyen qui jouirait de tous ses droits, en ce compris de ses droits culturels. Hein. Les droits moraux et culturels font partie des droits fondamentaux des individus. Donc, a priori, ils ne sont pas antinomiques aux principes républicains. Non, on est d'accord, mais je pense que donc, si on prend un autre concept qui est proposé par un auteur anglais, qui est Steven Vertovec, qui l'a déposé il y a plus de 20 ans, sur aujourd'hui, les villes sont dans une logique de super diversité. Mm-hmm. Quand dans les écoles, même en Belgique, on a 80 à 90 nationalités différentes avec des langues différentes, parce que même une nationalité peut avoir des langues différentes, en fait, il faut reconnaître que ça va générer quelque chose d'autre dans la gestion culturelle des États. Ça ne veut pas dire que la question des droits et de l'égalité des droits est dépendante de la question culturelle, mais on va devoir poser autrement la question du politique en la dissociant de cette dimension culturelle. Parce que là, je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même relativement différent. Dans des travaux qui font juste des comparaisons, juste parce que je suis issu de l'immigration italienne, mon père étant venu pour travailler dans les mines et tout, mes cousins qui sont en France, ils ont dû oublier
leur nom, leur prénom, leur langue d'origine, ce qui n'a pas été le cas en Belgique. Hein, où on a même l'inverse, c'est que si vous allez en Wallonie, vous avez une contamination de certains mots. Le wallon italien. Tout à fait, et qui démontre que dans un même processus historique, l'immigration italienne en Europe, elle a produit finalement des résultats différents au motif du poids différent du modèle d'intégration qui était dans les différents pays. Et c'est au moins une grande différence, par exemple, entre la France et la Belgique, pour prendre ces deux exemples-là. Si on prend l'Angleterre, c'est encore plus radical. Alors, du coup, ça m'amène à poser la question suivante. Est-ce que ces différents modèles que tu cites réussissent mieux le processus d'intégration? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer qu'en termes d'intégration, et je vais peut-être commencer par là, parce que poser la question de qui a réussi, c'est quoi une intégration réussie au sens sociologique du terme? Alors, l'intégration, c'est vraiment un concept qui est à la base de la sociologie. Il était en plus né dans une tradition qui n'est pas du tout anglo-saxonne, qui était française, puisque c'est Durkheim qui l'a posé en tout premier, et qui était sur comment est-ce qu'on fait une société qui tient, avec des gens qui se différencient toujours plus. Parce que c'est ça l'interrogation, je dirais, de base. Et son idée, c'était notamment l'éducation, qui était une manière de pouvoir résoudre cette question-là. Alors, l'intégration, en fait, ça a deux registres différents. Le premier registre, c'est un registre, je dirais, sociologique qui est quels sont les indicateurs qu'on peut utiliser pour considérer que des gens sont mieux intégrés que d'autres ou qu'il y a des déficits ou pas des déficits d'intégration. Mais on est vite contaminé par un autre débat sur l'intégration qui est celui de la dimension normative, c'est-à-dire une injonction à dire tu dois être intégré. Et être intégré, c'est faire ceci ou faire cela. Au demeurant, il ne faut jamais oublier quand même que dans la question de l'intégration, jusque dans les années 50, ceux qui n'étaient pas intégrés, c'était les ouvriers. Oui, mais il y a l'intégration sociale aussi. Voilà, il y a eu l'intégration sociale, et c'est comme si à un moment donné, il y a eu un basculement l'intégration des ouvriers, elle est faite grâce à la scolarisation, grâce aux institutions intermédiaires, etc. Maintenant arrivent les étrangers, donc il faut les socialiser. Donc la difficulté du concept d'intégration, c'est de pouvoir poser la question, est-ce qu'on sait parler de l'intégration sans être dans une logique normative, où en fait on a un discours qui est « je te dis que si tu es intégré, tu dois faire ceci ou tu dois faire cela ». Fixer des critères. C'est fixer des critères et des comportements et des conduites. Maintenant, l'autre élément qui est dans les travaux sociologiques, c'est essayer de voir est-ce que les gens sont intégrés socio-économiquement, est-ce qu'ils ont un emploi. Un des indicateurs les plus importants, qui aujourd'hui ne se vérifie plus comme par le passé, et surtout dans les travaux d'ailleurs aux États-Unis, on le voit, c'est l'idée que à la deuxième génération, la situation des deuxième génération est meilleure que celle de la première. Or, aujourd'hui, on voit de plus en plus que dans des groupes d'origine nationale diverses, d'ailleurs, la situation est moins bonne que celle de la situation antérieure. Ce qui est un mouvement qu'on peut retrouver aussi de manière générale dans d'autres catégories sociales. Et on le trouve aussi chez les nationaux, puisque la question, ce n'est pas spécifique. Intégration au niveau socio-économique, intégration au niveau civique et politique, donc c'est l'acquisition de la nationalité, la participation aux politiques, c'est l'intégration sociale, c'est-à-dire la densité des réseaux sociaux dans lesquels on est inscrit. Et par ailleurs, on peut appeler l'intégration culturelle, même si celle-là, elle n'est pas fondée non plus uniquement sur une différence d'origine nationale, mais elle est quand même très structurée aussi par des appartenances sociales. Là, on sait très bien que les groupes sociaux, en ce compris parmi les nationaux, ne se mélangent pas nécessairement. Ne vont déjà pas dans les mêmes commerces acheter les mêmes produits, ne vont pas dans les mêmes lieux de vacances, n'ont même pas les mêmes types de sports, etc., qui démontrent quand même une diversité culturelle. Mais donc, si je te suis, on a un certain nombre d'indicateurs. Est-ce que dans ces indicateurs-là, du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent des différentes politiques d'immigration? Par exemple, est-ce que le modèle belge, on peut le comparer au modèle français, au modèle anglo-saxon, ou au modèle anglais, puisque c'est nos voisins les plus proches, quelles sont ses réussites et quelles sont ses failles par rapport aux autres modèles? Alors, avant d'arriver au modèle, donc, quand on parle d'intégration, on centre toujours beaucoup trop sur les individus qui sont dans l'injonction de s'être intégrés ou pas. Et on oublie les effets de structure. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas inverser, je t'interromps, mais est-ce qu'on ne pourrait pas inverser la dynamique et reprendre le même modèle que celui qui est mis aux États-Unis en demandant aux gens, est-ce que vous vous sentez intégré finalement? Ou est-ce qu'on doit définir finalement de l'extérieur quelqu'un d'intégré ou pas? Parce qu'alors on reste évidemment dans une injonction normative qui définirait quelqu'un d'intégré ou pas.
Oui, mais en même temps, pour définir des politiques publiques, on a besoin de savoir si les gens font une objectivation. Et la question de l'emploi est la première, par exemple. Donc, il me semble que ça, il faut le faire. Mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas perdre de vue que les conditions dans lesquelles l'intégration se fait. On va le dire très simplement. Je vais donner une image parce qu'au moins, comme ça, c'est clair. Pour l'immigration italienne en Belgique, l'intégration sur le marché du travail, elle a été relativement aisée. Elle se trouvait dans la période de la croissance économique de 1960 jusqu'à 1970. Pour même la deuxième génération, en fait, elle est arrivée juste un peu après et elle a pu s'intégrer relativement simplement. Pour l'immigration maghrébine, qui arrive avec un décalage d'une dizaine d'années, en fait, ils arrivent à un moment donné où l'offre d'emploi se rétrécit. Et donc, les opportunités de pouvoir s'intégrer diminuent. Donc, on doit tenir compte des transformations des facteurs pour pouvoir l'analyser. Aux États-Unis, c'est ce qu'on fait. On dit, en gros, l'immigration européenne s'est très bien intégrée parce que fondamentalement, elle est européenne. Non, elle s'est bien intégrée parce qu'elle était dans le moment de développement économique, d'essor économique, de l'industrialisation de masse qui existait, alors qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait eu les délocalisations, que l'industrie est partie à la fois des États-Unis et de l'Europe, fait que les nouvelles migrations, qui ont dû changer d'ailleurs de secteur, eh bien, se trouvent avec moins d'opportunités de pouvoir s'intégrer. Donc on a besoin aussi de faire ce lien entre quelles sont les ressources des individus, mais quelles sont les structures existantes qui offrent des opportunités aux individus. Parce que sinon, on ne sait pas parler de l'immigration et de son intégration. Oui, donc ça s'inscrit aussi dans cette dynamique d'arriver à sortir d'une forme de déterminisme de la contingence, finalement. Oui. Je suis arrivé au mauvais moment dans le déterminisme historique ou dans le déterminisme social, c'est-à-dire de ma catégorie. Du coup, les critères d'évaluation se font en fonction d'un contexte à ce moment-là. Mais quand tu parles des effets d'opportunité. Donc, on a la question évidemment du marché de l'emploi et qui, là, on le sait, ça doit évidemment être étayé, mais qu'on a plus de chances d'être discriminé à l'embauche si on est issu de l'immigration. Et encore, le terme issu de l'immigration, c'est est-ce qu'on est immigré, c'est nos parents, c'est nos grands-parents. Mais dans cette dynamique-là, quelle politique publique, finalement, pourrait être mise en place? Alors, il y a la question de l'emploi de manière générale, mais ça, c'est pour tout le monde, mais pour permettre cette intégration par le travail. Alors, ce qui est neuf, pour répondre à ta question, je vais faire juste un petit détour parce que les États-Unis nous enseignent quelque chose d'intéressant et qui est utile aussi pour l'Europe, en fait. C'est aux États-Unis, il y a un grand débat entre, je dirais, deux tendances très différentes d'interpréter la question de l'intégration. Soit on considère que l'intégration des populations qui ne sont pas d'origine européenne s'intègrent aussi bien que les migrations qui venaient de Belgique, d'Irlande, surtout les Irlandais, les Italiens, les Polonais, les Russes, les Suédois, etc. Et que finalement, cette intégration se fait, mais il faut du temps. Et puis, il y a d'autres auteurs qui mettent en évidence le fait qu'en fait, la situation n'est pas la même. Quelque part, ils nient un peu certains faits de racisme qu'il y a eu par rapport aux Européens, mais ils disent aussi, et sans doute à juste titre, c'est que le racisme contre les Irlandais et contre les Italiens a existé, mais il a eu tendance à diminuer. Le racisme envers les Noirs aux États-Unis... Est stable ou en augmentation. Ou en augmentation. Le racisme envers les minorités chinoises ou asiatiques de manière générale, mais encore plus surtout les hispaniques, est en augmentation. On pourrait se poser la même question en Europe. En fait, on dit en gros l'immigration européenne, espagnole, portugaise, italienne, ça a été du velours. Les Turcs et les Marocains et les Congolais, c'est plus compliqué. Mais peut-être que ce n'est pas lié à leurs caractéristiques, mais à la manière dont nous, Européens, on reproduit des formes de racialisation contre ces populations qui sont très anciennes, qui remontent à la rigueur avant l'immigration, notamment sur la période coloniale. Et donc là, vient se rajouter à ce que, dans les politiques publiques, ce que tu as évoqué sur il n'y a pas d'opportunité d'emploi, mais peut-être qu'il y a aussi de la discrimination. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tous les travaux aujourd'hui sur l'intégration ont bougé d'un travail sur qui est intégré à, pour travailler sur l'intégration, on est obligé de savoir qui est discriminé. Parce qu'on a la discrimination dans l'ensemble de ressources qui portent à la fois sur l'accès à l'emploi et au logement, mais on a aussi des formes où on rappelle aux individus, en fait, que ils ne sont pas là les bienvenus, quand bien même un Guadeloupéen, il est français depuis bien longtemps. Et pourtant, on va le lui rappeler. Donc, c'est pour insister sur, dans les politiques publiques aujourd'hui,
Il faut ramener la question de la discrimination parce qu'elle devient centrale et on la voit à plein de niveaux, a fortiori à partir du moment où les ressources sont plus rares d'ailleurs que par rapport au passé. Mais du coup, ce que tu évoques, c'est la nécessité évidemment de lutter contre l'assignation identitaire, Oui. le fait de renvoyer quelqu'un en permanence au fait qu'il est différent. Alors, c'est toujours très difficile d'évaluer ça. Bon, on a des témoignages de certains immigrés italiens qui disaient on me renvoyait en permanence que j'étais italien et que ma place n'était pas ici non plus. Est-ce que, parce que j'entends le discours, est-ce que cette question finalement du regard qui est posé sur les migrants, enfin, ou ceux qui émigrent dans un pays, quels sont les facteurs qu'on a pu identifier justement par rapport à ce principe de... Parce que c'est le grand retour aujourd'hui du discours sur la race, sur l'ethnie, où finalement c'est le retour de l'identité et des particularismes identitaires. Est-ce que finalement combattre la discrimination sur base de ces particularismes identitaires, est-ce que ça passe par les reconnaître ou les intégrer même dans les politiques publiques? Alors oui, moi je pense que oui, mais maintenant donc on est dans l'assignation identitaire, elle est toujours double parce qu'il y a toujours l'assignation identitaire du majoritaire. Dans l'assignation identitaire, il faut repenser quand même les choses en termes de groupe majoritaire et groupe minoritaire. Oui, bien sûr. Et donc c'est de voir de quelle manière celui qui est différent du groupe majoritaire. Voilà, c'est à lui qu'on renvoie. Et donc il faut aussi que bon, c'est tous les débats qu'il y a, que je reprends mais vraiment très brièvement sur ce qu'on appelle le privilège blanc. C'est ne pas de se rendre compte que dans certaines situations, en fait, le fait d'appartenir au groupe majoritaire, même de manière non consciente, nous confère des privilèges dont on ne se rend même pas compte à un certain moment. Comme pour le patriarcat, finalement. Exactement, parce que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, le rapport de race, c'est la même chose que le rapport les rapports de sexe ou les rapports de genre. C'est-à-dire que ça fonctionne exactement de la même manière. C'est l'appartenance à un groupe majoritaire, en fait, se rend presque aveugle sur les privilèges qu'on peut avoir. Est-ce que le terme race n'est pas dangereux? Alors, dans la catégorisation, donc tout le monde est d'accord pour dire que race n'existe pas. Et dans les travaux, je dirais là, pour le coup, c'est quand même Stuart Hall, dans les années 80, en Angleterre, qui avait dit pour un ouvrier noir, son identité d'ouvrier, c'est d'être noir, parce qu'il y avait déjà une différence. Au même titre que, juste pour le rappeler, quand même, c'était quand même assez symptomatique, comment est-ce qu'on appelait les Noirs aux États-Unis? Smoked Irish, donc l'Irlandais fumé. Donc, parce que c'était l'Irlandais qui était racialisé en Angleterre dans les entreprises anglaises. Est-ce que c'est dangereux? Non, parce que fondamentalement, franchement, dans les catégorisations traditionnelles, la catégorisation ethnique et raciale elle est là en permanence. Tous les travaux le démontrent. La police va dire j'ai vu un nord-africain, maintenant on va dire un arabe, j'ai vu un noir, etc. Donc la racialisation des catégories, elle est là dans la vie quotidienne. Je pense Est-ce que c'est pas plutôt l'ethnicisation que la racialisation? Il y a les deux, parce que moi, il y a deux écoles. Moi, je suis pour distinguer ethnicisation et racialisation. Pourquoi pas ethnicisation? Il y a des groupes qui vont jouer sur le fait qu'ils sont différents, mais qui vont revendiquer finalement un certain nombre de droits, sans être dans une forme de racialisation. Je veux dire tout simplement, en Belgique, jouer sur l'identité d'origine italienne, c'est une manière d'ethniciser sa différence. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai été traité de sale macaroni, retourne dans ton pays pendant toute ma jeunesse. C'est bien pour ça que j'ai mis longtemps à demander la nationalité. Ben, c'est une forme d'ethnicisation parce que je ne suis pas racisé du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, on va me considérer comme étant blanc. Par contre, certains, on va considérer qu'ils sont une différence de nature, qui les différencie. C'est une forme de racialisation. Et de racisme, même. C'est du racisme, oui, c'est ça. Mais alors, la question... Fondamentalement, oui. Il est fondamentalement et intrinsèquement différent. Quoi. Exact. Donc, la racialisation procède du racisme. Mais alors, pourquoi utiliser le terme de race? C'est parce qu'il faut utiliser le terme de race dans un sens critique. C'est-à-dire que c'est la manière de pouvoir déconstruire les relations sociales dans lesquelles on considère que des individus sont traités différemment parce qu'en fait, ils sont racialisés. Aujourd'hui, le rapport à la police est probablement l'univers dans lequel cette question de la racialisation est la plus évidente. On est obligé d'utiliser le terme de race, pas tellement pour reconnaître le fait que c'est une bonne chose, c'est simplement la catégorie à partir de laquelle on peut analyser les raisons pour lesquelles
Quand un policier rencontre quelqu'un qui est noir, il va le tutoyer. Quand il rencontre quelqu'un qui est blanc, il va le vouvoyer. Mais c'est tout. En fait, je me fais, dans la réflexion de se dire, ok, le risque d'utiliser le terme race finalement, c'est nommer les choses, c'est les rendre existantes. D'une certaine façon, c'est leur reconnaître une réalité. Est-ce que, en fait, la question de la discrimination, qui est fondée sur des stéréotypes finalement dans ce cadre-là, qui sont bien ancrés et qu'on a intégrés au fil du temps et qui mènent à des comportements discriminatoires, notamment de la part de la police en fonction de la couleur de peau des individus qu'ils ont en face d'eux, est-ce que le risque n'est pas finalement de rentrer par le discours dans une dynamique eux contre nous, enfin quand je dis eux contre nous, c'est de les rendre fondamentalement différents. Même s'ils le sont, parce que j'entends ton discours, hein, tu dis on les considère ou ils sont considérés comme. Et donc c'est toute la difficulté de dire c'est qui ce on en fait qui parle, qui les considère. Est-ce que c'est un problème structurel au sein de la police? Est-ce qu'on va étendre ce discours en disant toute la société en est responsable? Je pense que, alors, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il y a un racisme systémique dans l'État, mais il y a bien des rapports systémiques qui existent au niveau de la racialisation. Les enquêtes que moi j'avais faites sur les contrôleurs aux frontières, les enquêtes qu'on a faites sur la police, alors c'est pas tous les policiers, mais il y a un discours global qui autorise oui, on l'a vu, hein, à fonctionner de la sorte. Utiliser le terme de... Donc, dans les pratiques des professionnels, cette dimension de la racialisation, elle est présente. Donc l'effet performatif que tu dis, il est là, c'est vrai, on va faire l'un contre l'autre. Mobiliser la catégorie, c'est finalement revendiquer l'altérité pour dire ce que je suis et se confronter à l'autre. C'est un peu comme si on déniait aux femmes de vouloir être des féministes ou être des femmes. Ça choque personne, d'accord ? Donc on mobilise, c'est-à-dire les féministes utilisent leur identité de femme pour revendiquer et dénoncer d'abord le privilège des hommes et du patriarcat. Et ici, c'est comme ceux qui sont... Alors pour le coup, on pourrait dire, ils pourraient se passer... Mais ce que je dis, c'est que le reproche, je ne le fais pas aux populations qui sont victimes de ça, le reproche d'utiliser et de revendiquer leur identité. Je fais plutôt le reproche à un discours qui le généraliserait, qui leur attribuerait finalement... On parlait tout à l'heure de comment est-ce qu'on attribue une identité, où est-ce que la personne se détermine. Oui. Est-ce que justement, si le discours devient celui-là, est-ce qu'on ne va pas enfermer ces individus dans une identité qu'ils n'ont pas nécessairement choisie? C'est le risque, mais je pense que la seule manière, c'est de bien qualifier les rapports racialisés quand ils le sont, pour pouvoir les dénoncer et mettre en œuvre des politiques publiques ou mettre en œuvre des comportements qui peuvent éradiquer cette manière de penser les choses. C'est au moment où on aura réduit le rapport d'asymétrie entre le groupe majoritaire et minoritaire que finalement on n'aura plus besoin d'utiliser la catégorie de race. Mais aujourd'hui, on est presque obligé de passer par là pour pouvoir rétablir un rapport plus ou moins d'égalité et ou d'accès égal à certaines ressources sur cette base-là. Ça ne simplifie pas la vie parce que ça crée des entités antinomiques, ça crée peut-être ce que... vous avez cité les identités meurtrières, et ce n'est pas faux. En même temps, encore une fois, il ne faut pas essentialiser. Il faut revenir à des situations. Il y a des situations dans lesquelles le rapport est racialisé. Il n'y a pas une racialisation partout et toujours. Donc moi, de ce point de vue-là, j'ai une attitude plus sociologique qui est de dire, prenons la situation dans laquelle le rapport s'est donné sous cette forme-là. Donc ne pas essentialiser, ne pas généraliser. Mais voilà. Donc là-dessus, c'est vrai que quand on apporte cette nuance et cette complexité par rapport au débat ambiant qui pourrait effectivement prendre le risque d'essentialiser, on rentre évidemment dans le risque de dérive. Je te poserai la question justement, du coup, vu la thèse que tu sous-tends et on faisait le parallèle par rapport aux féministes, est-ce que finalement on ne devrait pas mettre en place des quotas à ce niveau-là, mais que ce soit au niveau du travail, on a mis des politiques en place à l'embauche pour rééquilibrer, notamment dans les postes de direction et conseils d'administration, etc., sur la question du sexe. Est-ce qu'on devrait faire la même chose sur des questions ethniques pour ne pas utiliser le mot racial. Le mot racial. Alors, parce que, bon, on en arrive potentiellement, je ne vais pas refaire le parallèle de l'histoire, mais si on commence à remettre des cartes d'identité ethniques ou autres, on risque de générer d'autres problèmes. Oui.
Donc moi, je n'ai jamais été partisan de... de toute façon, il y a eu très peu de politiques de quotas sur la dimension ethnique et raciale. Même aux États-Unis, quand on prend l'affirmative action, en fait, ça a duré 3 ans. Et puis, c'est passé sous silence. Par contre, je pense qu'il y ait des politiques incitatives de discrimination positive, je pense que c'est fondamental. Donc, il y en a eu. Si on prend un cas en Belgique, par exemple, qui était Ikea Anderlecht, pour ne pas le citer, la région bruxelloise, à un moment donné, a dit dans vos recrutements, vous essayez de privilégier les populations locales, notamment celles, évidemment, du croissant pauvre de Bruxelles. Et ils l'ont fait. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de quotas, mais je pense que ce dont on a besoin, c'est de vraies politiques incitatives qui permettent finalement aux employeurs de ne pas être dans des formes de sursélection qui écartent ces populations-là. Et en veillant aussi à ce que cette politique-là ne soit pas uniquement développée dans les positions les plus précaires, parce qu'il y a aussi une ethnicisation du marché du travail. Pour le coup, on sait bien que dans le monde entier, ceux qui récoltent les fruits et les légumes, c'est essentiellement des minorités ethniques ou des étrangers en situation même d'être sans papier. Oui, ou toute l'économie collaborative, les livreurs de certaines multinationales qu'on ne citera pas. Complètement. Sont essentiellement souvent issus de l'immigration. Ouais. Mais donc, je pense que c'est vraiment les politiques incitatives parce que après, ça va être compliqué. On va devoir les relations hommes-femmes. Donc, dans la représentation, elle est relativement parce qu'elle est. Alors, c'est ce que je vais dire. Il faut déjà mettre des guillemets parce qu'elle n'est pas vraiment que binaire. Mais globalement, mais après, il va y avoir sur la question ethnique et raciale des difficultés sur comment les gens se définissent eux-mêmes, comment ils sont perçus et sur quelle base on va le faire. Donc, je pense que l'histoire des quotas n'est pas nécessairement une bonne idée. Mais je pense qu'il est important d'avoir une différenciation quand même des politiques qui tiennent compte de cela en produisant des politiques incitatives d'action positive. Alors effectivement, et surtout si on fait le parallèle femmes-hommes et on remet des guillemets sur ces questions identitaires, on se rend compte que d'un point de vue du nombre, il n'y en a pas un qui est majoritaire par rapport à l'autre. Et donc effectivement, la question de la surreprésentation ou de la sous-représentation était beaucoup plus flagrante à partir du moment où en nombre, c'était 50-50 ou à peu près, et que là, effectivement, il y a une population qui est majoritaire et une population qui est minoritaire. Donc même arriver à définir quelle proportion de quotas relèverait aussi d'un peu de ce mythe de pouvoir numériser et quantifier le réel à ce niveau-là. Le temps passe et il nous reste quelques minutes avant de prendre les questions de ceux qui nous suivent aujourd'hui. J'ai envie de te poser une question ici pour conclure. On a parlé de politique incitative, on a parlé et finalement beaucoup du rôle du politique de manière générale. On sait que la question de l'identité, malheureusement, est une question qui est essentiellement traitée par les partis d'extrême droite en Europe. François De Smet, qu'on a reçu ici il y a quelque temps, disait qu'il faudrait que les partis démocratiques prennent en main cette question de l'identité parce que ça pose évidemment la question de comment faire société et comment arriver à vivre, c'est ce mot valise qu'est le vivre ensemble, mais en tout cas à permettre de mieux vivre ensemble finalement. Est-ce que tu as un vœu en termes vu de ton expérience de chercheur en la matière d'une politique d'intégration idéale? Je ne vais pas faire comme on pose la question à un président de parti politique. Si vous aviez les pleins pouvoirs, qu'est-ce que vous feriez? Mais concrètement, quel serait le conseil qu'il faudrait donner au monde politique pour une meilleure intégration des populations immigrées? Alors, pour les politiques, c'est vraiment compliqué parce que je trouve que pour l'instant, c'est toujours plus normé et les nouvelles politiques d'intégration obligatoire vont dans ce sens-là, même si la diversité des populations rend obligatoire, par exemple, au moins l'apprentissage des langues nationales, ça me semble évident. Mais je pense qu'il faut quand même essayer de privilégier aujourd'hui, dans un monde toujours plus diversifié, la pluri-identité ou la multiple identité. Parce que chacun d'entre nous, en fonction du compte, bon voilà, là je suis sociologue jusqu'au bout, c'est la situation qui définit aussi mon identité. C'est dans quel endroit je me trouve et avec qui je me trouve. Et en fait, c'est avec qui je me trouve et dans quel endroit je me trouve que je m'invente l'identité qui me va bien à ce moment-là. Et je pense qu'il faut valoriser davantage cette idée-là que nous sommes multiples et nous avons des identités multiples qui ne sont pas figées, d'ailleurs. Qui ne sont pas figées et qui s'adaptent. Et je pense que cette idée d'aller dans ce sens-là pour sortir aussi de la rhétorique suicidaire de l'identité, parce qu'on est alors dans la logique
la plus terrible, qui est celle de la pureté de la, pour le coup, de la race qu'on va mettre en évidence, qui est le pire. Et je dirais que de ce point de vue-là, c'est valable aussi bien pour le groupe majoritaire que le groupe minoritaire. Mais la valorisation de la pluri-identité, de la multiple identité, elle me semble quelque chose qui est important à valoriser, parce qu'elle peut aussi être à la fois sur notre identité culturelle nationale, mais aussi de genre, de profession, etc. Et de valoriser davantage, encore une fois, des situations dans lesquelles on se trouve et des groupes dans lesquels on se trouve. Donc un beau travail et beaucoup de travail pour l'école, comme d'habitude, et pour ce cours de philosophie et citoyenneté qui, on l'espère, permettra de traiter toutes ces questions-là. C'est évidemment un peu ma marotte à moi. Mais sur la question de, justement, on est ici à la Maison des Anciens et on sait que ici un peu plus bas sur le forum, il y a un accueil de sans-papiers sur le campus. Comment est-ce que l'université, ces anciens, et puis finalement les citoyens de manière générale, peuvent, à ton avis, influer pour encourager ce changement de mentalité finalement par rapport à l'identité et par rapport à la politique d'intégration? Alors, s'agissant quand même, il y a un mot quand même spécifiquement par rapport aux sans-papiers aujourd'hui. Donc, les sans-papiers aujourd'hui, il faut savoir que dans le confinement, c'est juste la situation la plus catastrophique qui existe. D'abord parce que la plupart d'entre eux ont perdu leur boulot, qui était souvent un boulot irrégulier, mais pour lequel ils travaillaient, ils payaient tout ce qu'ils avaient à payer, qui sont aussi dans une situation de sanitaire catastrophique parce que n'étant sans papier, ils n'ont pas droit à faire un test Covid, par exemple, et on se demande bien quand ils vont être vaccinés, s'ils vont être sur des listes prioritaires. Donc leur situation est vraiment catastrophique. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question de la régularisation, non pas collective des sans-papiers, puisque même les sans-papiers aujourd'hui ne le revendiquent pas en tel que tel, mais la question de critères clairs, définis par l'État d'une part, et la nécessité d'avoir un organe à part et indépendant qui étudie ces questions-là de la régularisation me semble fondamentale, comme elle l'a été en 2000, lors de la loi de 2000, qui avait effectivement mis une commission permettant les formes de régularisation. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une urgence qui est liée aussi aux conséquences du Covid. Dans l'étude qu'on est en train de faire sur le Covid aujourd'hui, la situation des migrants, des transmigrants est pire encore, puisqu'ils sortent de tous les radars et à la rigueur, ils ne sont même pas aidés dans les hôpitaux au motif que n'ayant pas la MU, donc la carte médicale, ne peuvent recevoir aucun soin. Donc on est vraiment dans une situation, je dirais, de sur-marginalisation qui est assez dramatique. Donc je pense que sur ces questions-là des sans-papiers, une démarche politique doit être entreprise visant quand même à réguler la situation, singulièrement ici. Il y a 3 pays qui ont régularisé, alors pour des coups, c'est toujours à titre instrumental, dont l'Italie, parce que finalement, ils en avaient besoin pour la cueillette des tomates, et donc ils l'ont fait. Mais je pense que la question peut se poser aussi en Belgique. Maintenant, sur ta question, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que là, il faut... je vais le dire très bêtement, c'est François Héran qui l'a écrit dans son livre, donc, qui est au Collège de France. Il dit « ça n'a aucun sens d'être pour ou contre l'immigration. C'est comme si on était pour ou contre l'urbanisation du monde. C'est un processus qui est là. Parce que si on prend l'immigration aussi dans le fait que nos personnes de 3e âge vont finir leur vie au Maroc ou en Espagne ou que sais-je encore, qu'il y a des mobilités importantes sur le tourisme une fois qu'on sera sorti du Covid, on ne sait pas être pour ou contre l'immigration. Parce que c'est un processus dans une période de globalisation qui est impossible. La question, c'est son mode de régulation. Et je pense que pour terminer dans la comparaison de l'ouvrage de façon qu'on fait, c'est accepter que nous sommes un continent d'immigration. En plus, démographiquement, dans les 50 prochaines années, je ne sais pas comment on va faire si on n'a pas des migrants qui vont venir travailler pour pouvoir payer les pensions de tous les gens. Même si on augmente les taux d'activité des hommes et des femmes, on ne va pas y arriver. Reconnaître qu'on est un état d'immigration comme l'est et comme ils le sont et comme ils le reconnaissent, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et surtout les États-Unis, eh bien, permet de changer aussi peut-être de focale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas toujours des compétitions entre des personnes d'origine différentes, des compétitions entre des gens qui ont des diplômes différents, mais c'est se projeter, se concevoir comme on n'est pas un contenant figé. La Belgique de 1830 n'est pas celle d'aujourd'hui et ce ne sera pas celle qui ressemblera à la Belgique dans 50 ans. En effet, et ça permet aussi de changer peut-être ce regard de cette métaphore de
l'enfant qui était sur la balançoire et qui dit à celui qui arrive « j'étais là avant oui, comme étant l'argument ultime pour refuser la venue des gens. En tout cas, merci pour cet échange très intéressant. Je vais maintenant me tourner vers les questions qui ont été posées dans le chat. Donc, je vais remonter cela si j'y arrive. Hop. Alors, il y a une première question, je vais les prendre dans l'ordre inverse, qui nous est posée en disant quelle intégration en Belgique, quelle intégration visée en Belgique, alors que le Belge lui-même est très divisé sur sa culture et sa langue. Oui, c'est exact. D'ailleurs, c'est pour ça que l'identité nationale en Belgique, c'est déjà quelque chose de foutu, puisqu'il y a déjà autant d'identités qu'il y a de communautés. Donc, effectivement, encore une fois, poser la question de l'intégration. Enfin, je pense que c'est une bonne question. Je trouve que c'est vraiment, pour ça, la Belgique est vraiment importante et intéressante à soutenir. C'est la question de l'intégration à partir du moment où on n'apprend que des dimensions culturelles. En réalité, c'est une mauvaise manière de poser la question. Parce qu'on va considérer que les Flamands n'étaient pas intégrés dans la Belgique francophone du passé et qu'aujourd'hui, les Wallons, ils ne sont pas intégrés dans une logique d'une Belgique flamande telle que les Flamands voudraient la constituer. Oui, donc finalement, on pose la question dans de mauvais termes oui. à ce niveau-là. Une autre question qui va nous amener de l'autre côté de l'Atlantique. Le Canada semble être capable d'une vraie intégration moyennant des examens et des conditions assez sévères. Oui. C'est l'avantage et des avantages du modèle canadien. Le modèle canadien, il est très clair, il est très sélectif, mais toute personne qui veut aller au Canada sait qu'il trouvera sur le site internet de Immigration Canada le nombre de personnes qui vont pouvoir immigrer l'année qui suit, va pouvoir trouver le nombre de points qu'ils peuvent bénéficier en fonction de leurs connaissances linguistiques, de la composition de leur ménage, du type de diplôme qu'ils veulent, du type d'emploi qu'ils veulent avoir. Voilà, donc alors l'avantage du Canada, c'est qu'en fait, c'est sa position géopolitique. Pour arriver au Canada, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pas le cas de l'Europe. Donc, avoir cette même politique en Europe, ça va pas être simple, notamment sur la question des droits d'asile. Parce que là, Trudeau, il a un peu le beau rôle d'accueillir les réfugiés syriens à l'aéroport Trudeau de Montréal. C'est que oui, on a été les chercher dans les camps. On a pris les 30 000 qu'il fallait parce que c'était dans les statistiques. Ils arrivent effectivement au Canada en ayant le titre de séjour permanent, donc ils vont pouvoir rester, dans 3 ans, ils vont pouvoir devenir Canadiens, mais ils ont été vachement sélectionnés avant. Donc à la fois, je dirais, voilà, la question de l'immigration, c'est toujours ça. Soit c'est déréguler complètement, et moi personnellement, contrairement à certains de mes collègues, je ne suis pas du tout pour frontières ouvertes, parce que je crois que c'est pire que tout, c'est la compétition de tous contre tous. Et l'autre modèle, qui est celui hyper régulé au Canada, enfin il y en a d'autres qui sont encore plus durs évidemment, mais qui a aussi son avantage, c'est que c'est une politique qui est pensée. Mais je pense qu'ils sont dans des conditions qui leur sont plus favorables, c'est-à-dire que quand il y a la crise de 2015, la crise de l'accueil des réfugiés en 2015, le Canada en a choisi 30 000, la Belgique en a pris quand même presque 35 000, mais on était aussi dans des routes migratoires que ne connaît pas le Canada. Effectivement, qui sont différentes. Donc, toujours le sociologue qui dit faisons attention au contexte, par rapport aux méthodes qui sont mises en place. Une autre question, on nous dit qu'on reparle sur les réseaux sociaux depuis la crise sanitaire, évidemment, des sans-papiers, comme on en discutait. La question pose comment expliquer tant d'invisibilisation, finalement, de cette catégorie par la classe politique pendant la crise? Mais parce que aujourd'hui, les sans-papiers, en fait, se retrouvent dans une situation de hyper-précarisation, comme je le disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand ils n'ont pas de papiers, qu'ils sont dans des procédures pour essayer d'en avoir, mais qu'ils ont un boulot, ils savent vivre, ils survivent, ils ont même leurs enfants qui vont à l'école. À partir du moment où la crise économique touche essentiellement des secteurs dans lesquels, pour le coup, entre autres, il y avait l'ORECA qui était quand même un lieu qui absorbe beaucoup des gens aussi qui travaillent qui sont des sans-papiers, sont dans des formes de précarisation en cascade. Ils perdent leur job, certains d'entre eux perdent leur logement, et maintenant on les retrouve dans des squats. Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où aller. Et donc, quelque part, cet effet comme ça de domino les précarisent davantage et donc ils sont visibilisés alors que s'ils étaient dans une situation antérieure, en fait, ils étaient moins visibilisés. Et se surajoute à ces questions-là la question sanitaire
pas de tests, parce qu'ils n'ont pas la carte médicale pour pouvoir avoir des tests, et difficulté d'être soignés si jamais ils sont malades. Donc ça fait apparaître leur précarité dans la situation dans laquelle on se trouve de manière beaucoup plus forte. Et par ailleurs, c'est aussi justement le moment peut-être de dire peut-être qu'il faudrait revenir sur ces questions-là et essayer de trouver une solution en raison de l'effet de crise que la pandémie impose aux politiques. Oui, et sans effectivement opposer de catégorie de la population par rapport à une autre. On a entendu le monde politique s'inquiéter de certains secteurs en particulier sans jamais s'inquiéter particulièrement du sort des sans-papiers. Encore une question justement sur cette thématique. On nous demande de développer la question de l'actualité de cette régularisation. Beaucoup de politiques, nous dit cet intervenant, mettent l'accent sur la question d'être intégré dans la société belge pour justifier la régularisation. Et la question qui est posée, c'est pourquoi cette nécessité de démontrer son intégration? Est-ce que c'est pertinent? Moi, je n'ai pas réussi à la démontrer alors que je suis né ici, donc la question est presque se résout de cette manière-là. J'ai déjà un diplôme universitaire, je suis prof d'UNIF, j'ai travaillé 45 ans en Belgique et voilà. Non, juste pour dire, je pense que c'est justement la dérive de la définition sur l'identité qui conduit aujourd'hui à rendre difficile cette question sur l'intégration. Dans la loi qui était celle de 84 et que finalement on retrouve aujourd'hui, on devait dire quelles sont les 10 personnes belges qui peuvent bien établir qu'on est bien intégré. Donc, c'était de montrer par des connaissances qu'on était intégré et tout. Je pense que c'est la définition sur l'idée de la culture, à partager la même culture. Je me rappelle, moi, j'avais à l'époque, dans le cadre de ma thèse, vu des dossiers de la naturalisation. Il y avait un policier qui avait fait l'enquête chez les personnes, c'est comme ça qu'on faisait avec ce qu'on appelait à l'époque le questionnaire sur l'intégration, sur la volonté d'intégration, puisque c'était ça le texte. Et il y avait des commentaires du genre « Monsieur est très bien intégré, mais il est noir ». Bon, je dis, quel est le sens de ce genre d'affirmation? Où on demandait à l'époque quand même « Qu'est-ce que vous mangez? Comment vous vous habillez ?» Et ça, c'est quand même un élément qui revient aujourd'hui sur cette dimension de l'identité, alors que l'intégration, je pense qu'il faut la voir sur l'intégration socio-économique, l'intégration dans les réseaux sociaux, davantage que sur les comportements et sur d'autres éléments qui sont sur les conduites et sur les moralités aussi. Parce que c'est aussi des dimensions qui voudraient. Plus la dimension religieuse, qui, alors ça on n'en a pas dit un seul mot, mais évidemment qui rend les choses bien plus compliquées, surtout avec la question du mélange entre islam et terrorisme international, qui vient perturber complètement cette question-là et qui vient toujours la retransformer d'une pratique religieuse à un comportement politique de cette mobilisation de l'islam. En fait, c'est aussi évidemment la question des mœurs. On avait, au moment où on parlait de remettre pour certains fonctionnaires les certificats de bonne vie et mœurs, d'arriver sur cette question de la moralité, de la bonne vie et de la vie adéquate. Et on en revient évidemment sur le caractère encore plus irréprochable pour la personne immigrée ou issue de l'immigration par rapport à cette question-là. C'est vrai que c'est un thème qu'on n'a pas du tout abordé quand on parle de cette question religion et terrorisme. On sait que l'extrémisme violent, il est religieux et politique, puisqu'on sait que l'extrême droite violente et armée est une préoccupation pour les services de renseignement tout autant que l'est le terrorisme islamiste armé. Est-ce que finalement, cette question de l'immigration rejoint pas en permanence la question du thème de la sécurité? Et donc, de nouveau, sur ce vieux mythe que celui qui vient d'ailleurs est une menace pour moi. Oui, c'est comme dans l'étymologie, étranger, c'est l'ennemi. Donc, on est avec cette contamination de sens qui est, on est soit dans le registre du terroriste, soit du trafiquant de drogue, soit du délinquant. C'est-à-dire, voilà, on est toujours sur l'idée de l'ennemi dans des registres différents, qui soient militaires, religieux, qui soient sur les interdits notamment. Mais c'est bien cette rhétorique qui revient à chaque fois. Et la sécurité est toujours là parce que le soupçon éveille naturellement, c'est tout à fait faux de dire ça, le soupçon éveille l'ensemble de dispositions qui soient personnelles ou institutionnelles de contrôler l'autre
et où sécurité intérieure, police, et sécurité extérieure, militaire, se joignent d'une certaine manière. Et ça, c'est là en permanence. Oui, alors évidemment, on va revenir peut-être à des questions justement de situation, parce que c'est souvent les situations qui poussent à réagir comme ça. On prend les attentats de Bruxelles, ce sont des Belges en termes administratifs et nationaux qui ont perpétré les attentats. Est-ce que, et on parle en permanence de la question des returnees qui reviennent de Syrie par les routes migratoires, est-ce que c'est un phénomène qui doit être qualifié de marginal, ou est-ce que c'est un véritable phénomène sociologique, cette question du rejet ou du fait de pouvoir sombrer dans la violence et d'adhérer à des thèses extrémistes violentes? Écoutez, je ne suis pas vraiment expert dans la matière, mais je vais je vais évoquer quelque chose d'autre. Je veux dire, l'extrême gauche et l'extrême droite a produit en Europe, dans l'après-guerre et dans les années 60-70, des groupes armés. Effectivement, oui. Et donc, ce sont des positionnements politiques qui ont conduit à cela. Alors, il y a des causes idéologiques, il y a des causes personnelles, et il y a des causes conjoncturelles et qui font que ce qui était vrai, je dirais là, je pense qu'il faut un jour, on aura intérêt quand même à traiter la question du terrorisme, pas uniquement lié à la cause que l'on porte, mais comme acte en tant que tel, et qui permet de comparer un terroriste d'extrême droite, un terrorisme d'extrême gauche de cette époque-là, et la situation telle qu'on voit maintenant. Et on pourrait ajouter peut-être aussi ceux qui aujourd'hui font... alors ça, on n'en parle jamais, mais il y a quand même des travaux qui sont faits, notamment à l'ULB aussi sur ça, c'est la sous-traitance des États européens et américains dans les pays comme Afghanistan et tout, où on a des sociétés privées, des gens qui partent là-bas et qui font finalement, on oserait presque dire, du terrorisme, mais légitime, au motif qu'il est porté par des uns, n'est pas posé. Donc je pense qu'au moins les pratiques de ces individus mériteraient d'être comparées en le dissociant peut-être aussi parfois de la cause pour laquelle ils s'engagent. Mais ce n'est pas mon terrain, donc je dis juste des précautions sur cela. C'est vrai que la question fondamentale du passage à l'acte violent d'individus est quelque chose qui doit être étudié et qui est quelque chose d'extrêmement complexe, et qu'on doit pouvoir le mettre en rapport, mais évidemment aussi avec des dynamiques qui sont des dynamiques politiques et qui sont parfois un petit peu dégagées d'un terreau idéologique qui serait presque d'individus isolés qui se construiraient ou qui adhéreraient à un récit violent qui n'est pas nécessairement le même. Effectivement, malheureusement, on vit dans un monde qui n'est pas exempt de radicalité et de violence dans différentes catégories. C'est vrai qu'il y a un thème qu'on a très peu abordé ici aujourd'hui, mais de nouveau par rapport à la question de l'identité. Je vais peut-être conclure sur ce thème-là, qui est quand même un thème complexe aussi. On parle beaucoup aujourd'hui de la question de la décolonisation. Décolonisation de l'espace public, la question historique est-ce que finalement, dans cette question de la construction de la pluri-identité, quel regard le sociologue porte finalement sur ces phénomènes de décolonisation, notamment de l'espace public? Et de ce qu'il y a à l'université aussi d'ailleurs, dont l'ULB d'ailleurs. Donc moi je pense que on ne va pas pouvoir ne pas traiter cette question-là. Alors on sait très bien qu'en gros on est sur deux tendances, qui est de dire il y a le patrimoine, c'est le patrimoine donc on ne touche pas, et deux, non, c'est à voir avec, on n'est pas quitte de l'histoire, et donc il va falloir faire un bilan de l'histoire. Moi je pense que là on se trouve dans un tournant qui est quand même très important, parce qu'on le retrouve dans de très nombreux pays. On le retrouve de manière, je dirais, planétaire par rapport à ça, et qui est la volonté à un moment donné de demander aussi à l'Europe de faire les comptes sur son histoire et ce qu'elle a été de par le monde. Et je voudrais dire que c'est un enjeu qui est important, que je vois dans un autre domaine de très particulier, qui est celui des référentiels pour le tronc commun des futurs élèves. Dans l'histoire, si on dit on découvre l'Amérique, je suis désolé, non mais l'Europe découvre l'Amérique. Oui. Tu vois, tu ris.
Ah oui, mais c'est encore dans les documents. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir prendre au sérieux cela en ayant un décentrement de notre part et en disant oui, d'accord, on a grandi là-dedans, on a fonctionné comme là, mais je pense que ça pose un problème aux minorités d'être perçues comme ça, minorités qui par ailleurs ont été aussi exterminées, entre autres. Oui. Donc voilà, c'est compliqué à aborder parce qu'il y a aussi, on a des comptes à rendre avec l'histoire, en sachant que ce n'est pas nous à titre personnel qui le sommes, on est d'accord, ni nos descendants, ni notre famille, etc., mais qu'on est porteur quand même d'un discours face auquel on ne va pas pouvoir simplement dire ça c'est l'histoire ancienne et on n'en parle plus. Inférer l'ensemble de cela à des situations concrètes aujourd'hui, je pense qu'il faut faire attention à des formes de mobilisation qui pourraient apparaître et qui ne sont pas toujours les plus judicieuses. Mais on ne va pas pouvoir faire l'économie, je pense, de cette question-là, parce qu'aujourd'hui, elle est très importante, aussi parce qu'il y a ce retour de l'identité et de l'identification qui joue un rôle important, me semble-t-il, dans les relations sociales et aussi d'ailleurs au sein de l'ensemble des États européens. Oui, donc l'idée, si je te suis, c'est d'insister quand même sur le caractère nécessaire d'un inventaire réel, d'une réflexion critique, qui était finalement essentielle, mais qui est consubstantielle à la démarche du libre examen et qui est celle de notre université. Oui. Donc, a priori, ça n'est pas antinomique de pouvoir ouvrir ces chantiers-là. Tant évidemment, on ne sort pas dans une vision quasi négationniste de l'histoire en disant le passé est figé, voilà ce qui s'est passé, c'est le patrimoine et on n'y touche pas. Exactement, exactement. Mais tu as l'impression qu'il y a une tendance, même dans les milieux universitaires, à considérer qu'on ne doit rien toucher, que le passé est figé de toute éternité, il est glorieux, Non, je pense qu'il y a eu des discours, en particulier sur les statuts déboulonnés, pas déboulonnés, Léopold II par exemple, des positions très différentes, la restitution de certaines œuvres d'art au pays où on les a cherchées. Voilà, là il y a tout un débat commun qui est très complexe, où on a à la fois un débat qui est de dire non, mais ça c'est un patrimoine universel, c'est au niveau du patrimoine, donc finalement cette question ne doit pas être traitée, et d'autres qui vont l'utiliser pour dire non, il faut déboulonner les bustes de Léopold II. Voilà. Maintenant, pour être dans l'actualité, s'étrangler parce qu'on a appelé Léopold II Annie Cordy maintenant sur le boulevard, voilà, je pense que là, il faut quand même aussi un peu raison garder parce que sinon, on ne va pas s'en sortir du tout. Mais oui, c'est le tunnel. Hein. Le boulevard s'appelle encore Léopold II. C'est le tunnel qui a changé. Donc, peut-être que le boulevard aura un autre nom que celui d'Annie Cordy dans les mois qui viennent. Eh bien, Andrea, merci beaucoup pour ces échanges extrêmement intéressants. Merci à celles et ceux qui nous suivent pour leur participation et leurs questions. Je vous rappelle que le livre d'Andrea Rea, Sociologie de l'immigration, édité aux éditions de la Découverte, est disponible, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies, mais en particulier, évidemment, aux presses universitaires de Bruxelles. Vous pourrez retrouver cette rencontre en replay sur le site internet de l'UAE. Je vous invite également à consulter l'agenda de nos prochaines activités sur ce même site. Le 22 avril, nous aurons le plaisir d'avoir une dégustation de thé avec Nathalie Masset, qui vient de sortir un ouvrage, Le bonheur est dans le thé, paru aux éditions La Renaissance du Livre, et durant lequel vous aurez l'occasion à la fois d'en découvrir sur le thé et de le déguster chez vous. Et donc, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt.